Donc, notre objet du jour, c'est la question de la tyrannie. Et plus précisément, c'est la question de savoir comment éviter la tyrannie. Comment faire en sorte que la société soit à l'abri de toute dérive tyrannique. Alors, pour commencer, je vais vous proposer une métaphore pour bien saisir de quoi il est question. Regardez, une société politique, c'est un corps politique. D'ailleurs, le vocabulaire de la philosophie politique, quand ce vocabulaire est mis en branle pour penser l'État, la société, ce vocabulaire parle de corps politique. Ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a dans la société politique organisée quelque chose qui est comme un corps, une unité. Autrement dit, une société politique, ce n'est pas simplement un agrégat, ce n'est pas une somme d'individus juxtaposés. Ça, c'est un tas, c'est une masse, c'est un agglomérat. Vous voyez, c'est pas une société au sens strict. Hein. Le terme société vient du latin societas, qui veut dire association. Donc une société, par définition, possède une unité. Bon. Donc on part de ce vocabulaire qui d'emblée est à teneur métaphorique. Vous voyez, il y a une image qui est donnée. Penser l'État, c'est penser un corps politique, mais c'est un corps. Si on pense les choses ainsi, d'emblée, la politique elle-même doit être pensée à partir d'une autre image, qui est l'image de la médecine. Le bon politique est comme un bon médecin. Puisque le rôle du politique, c'est de faire en sorte que le corps politique ne soit pas malade, ou plutôt, il est toujours un peu malade. C'est de faire en sorte que ce corps politique qui est toujours un peu malade ne dépérisse pas. C'est-à-dire que ce corps se rétablisse, que l'ordre politique soit rétabli. Donc, regardez, filons un peu la métaphore, continuons. Si l'État est toujours un corps politique, et si un bon politique est comme un bon médecin, un tyran, c'est comme une maladie. Les tyrans sont des maladies. Et donc, un républicain sait bien qu'il faut, quand on est confronté à la maladie, se soigner. Alors, se guérir, si on peut. Mais bon, le médecin dirait que la guérison n'est peut-être jamais à notre portée, en réalité. Si par guérison on entend le retour à l'état initial, la guérison n'est pas à notre portée. Quand on est malade et qu'on est soigné, on ne revient jamais en arrière, en réalité. Mais attention, ça peut être positif, hein, ça peut être positif, parce que si un corps sain découvre la maladie, et si cette maladie porte du côté du traitement, on ne reviendra pas en arrière, hein, ça c'est sûr. Mais à l'arrivée après, on sera peut-être plus solide qu'avant. Vous voyez, si avant l'infarctus, je vis en étant sujet à un infarctus possible, je suis en danger. Si ayant eu l'infarctus, je suis pris en charge médicalement et que le soin me permet de surmonter l'obstacle, bizarrement après, je suis toujours cardiaque, hein, mais je suis moins en danger qu'avant. Donc, vous voyez, parce qu'avant je l'étais, mais je ne savais pas. Donc, maintenant que je le sais, en fait, je le suis moins, puisque je le sais. Bon. Donc, si le tyran est comme la maladie qui met en danger le corps politique, qui annonce sa mort, alors le bon gouvernant est comme le bon médecin qui fait en sorte que la société, le corps politique, soit soigné, soit guéri. Mais, un bon médecin, c'est aussi que, ce qui est pas mal, c'est la prophylaxie. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que la maladie soit là et de mettre ensuite le traitement en branle pour pouvoir surmonter l'obstacle de la maladie, une bonne prophylaxie, évitant la maladie, c'est mieux. Donc, quand on vit dans une république et que la tyrannie n'est pas là, il est prophylactique de bien penser la tyrannie. Pour s'en garder, pour s'en méfier, pour s'en prémunir. Alors, là, j'emploie une image, hein, parce que je dis le tyran est au corps politique ce que la maladie est au corps biologique. Bon. Mais il faudrait préciser ça. Une maladie, d'accord, c'est comme une maladie. Mais c'est quoi une maladie, en fait? Une maladie, c'est ce qui rompt l'unité du corps. C'est ce qui le met en péril. Alors, il est plus ou moins grave. Mais lorsque la maladie est très très grave, alors le corps lui-même est en danger, puisque c'est l'unité organique qui est en péril. Bon. En fait, les tyrans, ils ont ceci de singulier qu'ils ressemblent à une maladie dans la mesure où ils brisent toujours l'unité de la société. D'ailleurs, ils sont incapables de produire quelque chose qui ressemble à une société.
Je vais vous lire un petit passage du contrat social où Rousseau évoque ce que les tyrans produisent dans la société. Alors, cet homme, c'est le tyran. Eût-il asservi la moitié du monde, n'est toujours qu'un particulier. Son intérêt séparé de celui des autres n'est toujours qu'un intérêt privé. Vous voyez, c'est-à-dire le tyran, lui, ne se préoccupe que de son intérêt. Évidemment, il a toujours à la bouche l'intérêt de la société. Sans moi, c'est le chaos, vous avez besoin de moi, heureusement que je suis là, etc. Mais enfin, il suffit de regarder la pratique du tyran pour se rendre compte que tout ce qu'il fait ne sert qu'un intérêt qui est le sien. D'ailleurs, il n'a pas tellement de choix, parce que une fois qu'il est dans cette situation et qu'il brise l'unité de la société, comme il le fait de manière tyrannique, c'est ce qui fait de lui un tyran, comme il le fait par le moyen de la violence, évidemment, il se met lui-même en danger. À tout moment, son existence est en danger. Une société, ça fait du monde. C'est puissant. Lui, finalement, n'est qu'un particulier. Donc, toutes ces décisions, dès qu'il est en situation de gouverner de manière tyrannique, toutes ces décisions sont tournées vers lui-même. Il n'a qu'un objectif. Un premier objectif, rester en vie. Vous voyez? Non, mais... J'ai pensé à ça. Imaginez, un tyran gouverne une société. Il dissout la société, on va développer l'idée, et évidemment, il produit du malheur, de la souffrance. Le tyran dont je parle, c'est pas un simple dictateur. Un dictateur, c'est quelqu'un qui détient un pouvoir arbitraire. Mais après tout, un dictateur, ayant en main un pouvoir arbitraire, peut gouverner comme un dictateur qui met son pouvoir au service des intérêts de la cité. Je ne fais pas l'apologie de la dictature, mais c'est possible. C'est possible. Les Romains pratiquaient la dictature. Rome était menacée, le Sénat donnait tous les pouvoirs à un dictateur, dont le boulot était de régler le conflit, et puis une fois que le conflit était réglé, ou que l'intérêt de Rome était rétabli, il devait se retirer. Donc, bon, je ne dis pas que la dictature, c'est un modèle politique, hein, c'est pas ça. Mais bon, le dictateur que je viens de décrire n'est pas un tyran. Un tyran est toujours un dictateur. Mais un dictateur n'est pas toujours un tyran. Parce qu'un tyran, c'est un dictateur, mais un dictateur qui tyrannise. S'il tyrannise pas, c'est pas un tyran. Tyrannise, ça veut dire qu'il utilise la force brutale. Il utilise la violence. Il tyrannise. Il tue. Il torture. Il déporte. Il massacre. C'est un tyran, quoi. C'est pas... Oui, c'est un tyran. Bon. Donc, une fois qu'il a agi de manière tyrannique, évidemment, il a suscité dans la société une très puissante animosité. Évidemment. Et donc, étant en situation d'avoir tyrannisé la société, il ne peut plus céder la place. Il ne peut plus. S'il cède, il est mort. Donc son premier objectif, c'est de rester en vie. Et à partir de là, son intérêt, l'intérêt qu'il défend, c'est son intérêt. C'est son intérêt qu'il peut. Quoi d'autre? Mais après, il va l'habiller. Oui, d'accord, mais heureusement que je suis là, sans moi, ce serait le chaos. Mais vous... Je sais pas si vous êtes amateur de films d'horreur, mais dans les films d'horreur, parfois, il y a des figures comme ça qui sont intéressantes. Vous savez, c'est le type qui est une espèce de tueur absolument sadique et qui, faisant souffrir une personne, s'adresse à elle en lui disant « Enfin, tu vois, à cause de toi, ce que je suis obligé de faire. Tu vois? Où on en est arrivé. Si tu t'étais soumis ou soumise, alors je ne serais pas là. Et d'ailleurs, peut-être que je souffre moins plus encore que toi, moi qui te fais souffrir. » Et les tyrans ressemblent à ça, en fait. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, regardez, bon, évidemment, j'ai un peu déporté, oui, évidemment, mais j'étais obligé. Vous êtes rétif, vous ne vous laissez pas faire. Oui, si vous vous laissiez faire, si vous m'écoutiez, ce serait tellement bien. Bon. Donc, la phrase de Rousseau est puissante. Hein. Cet homme eût-il asservi la moitié du monde n'est toujours qu'un particulier. C'est une personne particulière, une personne privée. Son intérêt séparé de celui des autres. Il ne partage pas d'intérêt commun avec ceux qu'il a tyrannisés. Évidemment, n'est toujours qu'un intérêt privé. Voilà, il a privatisé le gouvernement. Voilà. Alors attention, hein, parce que le problème des tyrans, si vous voulez, c'est que s'ils arrivent au pouvoir, c'est jamais tout à fait par hasard quand même. Ils sont bien organisés. C'est-à-dire que pendant que vous et moi, nous menons nos existences, nous pensons à ce que nous allons faire demain, à la manière dont vous allez vous rendre aujourd'hui dans cette conférence, où moi j'organise les choses, mais pendant que nous on fait ça, non, le tyran, lui, il n'a qu'une seule préoccupation. Arriver au pouvoir, et une fois qu'il y est, garder le pouvoir. Mais il fait ça matin, midi et soir, 7 jours sur 7,
30 jours sur 30, 30 ans sur 30 ans, une vie entière. Ce qui fait que quand il arrive en situation, quand il a la mâchoire s'est refermée, alors pour s'en sortir, bon, il a regardé ce qui se passe à l'Est, hein. 30 ans. Et une fois qu'il est en place, alors après, on se rassure, ça ne va pas durer, mais il est malade, souvenez-vous. Il est malade, oh, il va disparaître. Non, 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 non. D'abord, il peut être malade, mais un tyran peut être malade, c'est pas un problème. Ça, il a des médecins, hein, il s'occupe de son corps. Un malade peut gouverner pendant 30 ans. Hein, heureusement que la maladie ne nous empêche pas d'agir sur le monde, hein, parce que sinon, une partie de l'humanité serait exclue du champ de l'action humaine. Donc, vous voyez, la figure du tyran, c'est une figure très, très, très inquiétante. Hein. Lorsqu'il est au pouvoir, on s'en sépare pas. On s'en libère pas comme ça. On s'en sépare pas comme ça. Mais, d'accord. Bon, mais en quoi est-il une maladie? Rousseau précise. Si ce même homme vient à périr. Ah oui, parce que alors, le problème, c'est que, d'accord, il s'est bien organisé, il peut tenir 30 ans. Enfin, c'est un mortel, hein. Rien n'est éternel, en se monte. Donc, il y a toujours un moment donné, il va disparaître. Donc, si ce même homme vient à périr, alors il a perdu la guerre, il a été assassiné, ou alors il a vieilli, il a fini par disparaître. Son empire, c'est-à-dire cette société qu'il a dominée, son empire, on peut même prendre le terme au sens impérial, hein. Une société, puis deux, puis trois, puis etc. Hein. Son empire après lui reste épars et sans liaison, comme un chêne se dissout et tombe en un tas de cendres après que le feu l'a consumé. Vous voyez? Ce que dit Rousseau, c'est que le tyran impose sa volonté à un groupe social. En imposant sa volonté, il produit une apparence d'unité. Mais c'est une apparence, en fait. Parce que l'unité qu'on perçoit de l'extérieur n'est due qu'à une seule chose, c'est que les individus qui composent ce groupe social ont peur. Alors comme ils ont peur, ils ne bougent pas. Alors comme ils ne bougent pas vu de l'extérieur, il y a de l'unité. Mais c'est une illusion. Lorsque le tyran disparaît, son empire tombe en un tas de cendres, comme le chêne que le feu a consumé. Alors ça, là encore, hein, regardons nos livres d'histoire. Non mais regardons, quand j'avais l'âge de mes élèves, j'étais au lycée, je me souviens de mes professeurs, dont un qui nous expliquait que le bloc soviétique avait tous les défauts de la Terre, mais il avait au moins une vertu. Il avait réussi à régler le problème des nationalités. Vous voyez ? Donc, vu de l'extérieur, il y avait de l'unité. C'est un glacis, mais bon, vient-il à périr? Son empire après lui reste épars et sans liaison, comme un chêne se dissout et tombe en un tas de cendres que le feu a consumé. Les tyrans ne produisent aucune unité. Il n'y a rien à attendre. C'est une maladie. La tyrannie, c'est la maladie. Une maladie, quand elle s'aggrave, rompt l'unité du corps biologique. Et lorsque cette unité est rompue, le corps est mort. D'ailleurs, c'est la définition biologique de la mort. Un biologiste vous dirait, qu'est-ce que la mort? C'est la rupture de l'unité organique. C'est la rupture de l'unité organique. Donc, le tyran conduit les sociétés à leur perte. Le tyran, si on part de ces éléments de réflexion que je viens de vous fournir, eh bien, comme une maladie et la société comme un corps. Et soigner la maladie, c'est bien, c'est le boulot du médecin, mais le bon médecin pratique une prophylaxie, c'est-à-dire il invite à réfléchir sur le moyen d'éviter la maladie. Eh bien, nous sommes en situation. Nous sommes en situation parce que citoyens d'une république qui n'est pas assujettie à une tyrannie, pour l'instant, eh bien, nous avons à réfléchir à ce qui nous permet d'éviter la maladie. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter la tyrannie? Alors, la question est bien là. Comment faire pour éviter la tyrannie? Autrement dit, quel mode d'organisation de la société permet de produire un corps politique suffisamment solide et organisé, hein, en tout cas organisé d'une manière telle que le tyran n'ait aucune chance de pouvoir imposer sa volonté. Comment faire? Alors, alors là, il y a un problème, en fait. Au vrai sens du terme. Il y a un problème parce que la question étant posée, immédiatement, nous sommes confrontés à une antinomie. Alors, antinomie, ça veut dire une opposition de deux positions, une opposition de deux thèses. C'est ça une antinomie. En philosophie, une antinomie, c'est quand vous avez une thèse, puis vous avez une antithèse, et alors quand on regarde la thèse, on se dit « Ah, c'est bien », puis on regarde l'antithèse, on dit « Ah bah oui, mais c'est bien aussi ». Et puis, mais quand on regarde la thèse, on se dit c'est bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors donc, on se dit l'antithèse, ça va aller. Puis quand on regarde l'antithèse, on se dit c'est bien. Ah oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Et donc, ça nous ramène à la thèse. Vous voyez, c'est ça une antinomie. C'est comme une boucle.
Hein, j'ai une position qui soulève une difficulté, ça m'amène à la contradictoire, et puis je la regarde de plus près, et hop, ça me ramène à la position initiale. Bon. Et la politique conduit à ça. C'est-à-dire, quand on réfléchit la politique comme ça, philosophiquement, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, en posant un problème. Voilà, c'est pas philosophie, c'est pas une science. Hein. On pose un problème, on regarde quel est le problème, et ensuite on cherche le moyen de résoudre le problème. Bon, eh bien, si on regarde donc la politique philosophiquement, donc à partir du problème qu'elle soulève, ce qui apparaît, c'est une antinomie. On va l'appeler comme ça, l'antinomie de la raison politique. Voilà, la raison, c'est la faculté que nous avons de mettre de l'ordre dans nos idées. C'est ce qui nous permet de bien penser, vous voyez, de penser d'une manière ordonnée, logique, de ne pas partir dans tous les sens. On va essayer de ne pas perdre la raison. Si on ne perd pas la raison, on tient un peu les rênes logiques de notre entendement, et en tenant bien ces rênes logiques, on produit quelque chose d'ordonné. Mais, d'accord, mais justement, la raison est prise dans une boucle. Vous allez voir, dès qu'on pense à la politique, elle est prise dans une boucle. Vous voyez, une antinomie de la raison politique. L'antinomie de la raison politique. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de voyager dans cette antinomie. On regarde comment ça se passe. Alors, l'antinomie, ça veut dire qu'il y a une thèse qui dit, voilà comment on évite la tyrannie, difficulté, puis il y a une antithèse qui dit, non, on évite la tyrannie comme ça, et hop, difficulté, retour à la thèse. Et donc, avant qu'on se sépare, il va falloir quand même envisager une solution, c'est-à-dire un moyen de dépasser cette antinomie. Ce qui veut dire qu'il y a 3 positions là qu'il va falloir envisager. Bon, j'annonce ça comme ça, de manière un peu formelle, comme ça, vous voyez, ça permet de structurer les choses, on voit où on va. Alors, regardez bien, on va partir du plus simple. On pose la question politique, on l'a dit, la politique, c'est un mode d'organisation de la vie sociale. S'il n'y a pas de société, il n'y a pas de politique. Hein. Pour que la politique soit, il faut une société. Et la politique, c'est l'art d'organiser la vie sociale. Une société, c'est pas des choses, c'est pas des vivants, simplement. Puis c'est pas des dieux, parce que si c'était des dieux, il n'y aurait pas de politique, on se bagarrerait dans l'Olympe peut-être, ou alors si on était tout seul, on s'auto-contemplerait, et il n'y aurait pas de politique. Donc, non, la politique, c'est des êtres humains qui sont dans le monde. Alors, ils sont dans le monde, ils sont conscients, comme des dieux. Enfin, ils sont corporels, comme des bêtes. Voilà, c'est ça un être humain. Il a un pied dedans, un pied dehors. Un peu... Il est conscient comme un dieu, quand même, hein. Il sait qu'il est, il sait qu'il y a un monde, il se pose des questions, comment je vais faire, etc. Mais enfin, il a un corps qui fait qu'il est ancré dans la réalité, il ne peut pas s'échapper comme ça. Donc, la politique, ça tente, quand elle est bien menée, de mettre de l'ordre dans les relations entre ces êtres humains. Or, le fait que nous soyons corporels fait que nous ne sommes pas indépendants de la réalité, nous ne sommes pas indépendants du monde. Et nous ne sommes pas indépendants des autres. Je veux dire par là que le fait que nous soyons corporels fait que nous sommes affectés, touchés, voyez, modifiés par le monde et par les autres. Ben, si on n'est pas de corps, je ne serais pas là pour vous parler, vous ne seriez pas là, on serait des âmes flottant dans je ne sais quelle limbe, et on ne serait pas affectés, hein, il n'y aurait pas de passion. Voilà, il n'y aurait pas de passion. Passion, hein, au sens premier, strict, évident, passion, ça veut dire passif. Pensez à ça, on a oublié ça. Hein. Passion, passif. Passion, ça s'oppose à action, actif. Passion, passif, action, actif. Mais on a oublié, on parle plus... Ce qu'on appelle passion, ça c'est la faute aux romantiques. C'est de leur faute parce que depuis le 19e siècle, la passion a pris cette dimension romantique d'élan, vous voyez, de puissance, de production, etc. Et donc on pensera à la passion de Napoléon qui envahit l'Europe, à la passion de l'artiste créateur, etc. Mais non, la passion au sens premier, c'est une passivité. On est passif quand on éprouve une passion. Mais c'est lié, hein, parce que même la passion amoureuse, ça ne se décide pas de manière totalement active. Donc, nous sommes des êtres conscients comme des dieux, corporels comme des bêtes, mais le fait que nous soyons corporels fait que nous sommes affectés par les autres, par le monde, etc. C'est-à-dire, par le corps, nous éprouvons des passions. Eh oui, nécessairement. Un être humain est un être de passion. Et alors là... quand on regarde les êtres humains tels qu'ils nous apparaissent dans notre expérience, puis quand on feuillette nos livres d'histoire, qu'on regarde un petit peu, on se dit que les passions qui animent les êtres humains, ces passions qui les touchent, qui les affectent, ces passions sont quand même bien souvent destructrices. Vous voyez ? Oui, ici ou là, on trouve des passionnés qui, mus par leur passion, produisent de belles choses. Oui, bien sûr. Enfin, quand on feuillette nos livres d'histoire, on trouve beaucoup de violence, d'orgueil, de passion, vous voyez, d'animosité. Lorsque Kant décrit ces passions qui naissent, enfin qui se déplient dans l'ordre social,
Il évoque ça, c'est-à-dire nous sommes mus par 3 impulsions dans la société. Hein, l'impulsion des honneurs, valoir plus. Hein, c'est ça que la Légion d'honneur, c'est pas mal. Donc, vous voyez, c'est une passion, l'appétit des honneurs, ça porte à entrer en concurrence avec les autres. Hein, c'est une impulsion. Et il y a l'appétit des honneurs, puis il y a l'impulsion de la domination aussi. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien quand même que ça soit moi le patron, hein, parce que si c'est moi qui décide, c'est mieux. Parce que si c'est toi, ça va pas. Et regardez bien, on est tous comme ça. Nous circulons en voiture, il y a des travaux à tel endroit. Toujours, nous sommes tous tentés de dire « Mais pourquoi ils font ça là? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et pourquoi ils font ça comme ça ?» Vous voyez, d'un seul coup, on est devenu ingénieur. On sait comment il fallait faire. Ils font pas comme il faut. D'ailleurs, ça me dérange. Vous voyez, ça, c'est... Il y a une pulsion tyrannique. Pulsion tyrannique qui nous anime. Parce qu'on se dit que si on avait toutes les manettes avec nous, ça se passerait quand même autrement mieux. Hein, non, mais et puis on se met tous dedans, hein, vraiment. Et vous voyez, là je décris, là, et c'est général ce que je décris, une pulsion tyrannique en fait. C'est-à-dire l'impulsion de la domination. Si j'avais les manettes, moi, ça marcherait quand même beaucoup mieux. Hein. Puis il y a une troisième impulsion des Kant, c'est l'impulsion de la possession. La cupidité. Avoir plus. Avoir plus. C'est lié aux 2 premières, d'ailleurs. Parce que si j'ai, je vaux. Et si j'ai, je peux. Bon, si j'ai, je vaux, parce que regarde ce que j'ai, ça te donne une idée de ma valeur. Vous voyez, et si j'ai, je peux, parce que, bon, d'abord, ça me donne un pouvoir d'achat. Oui, mais ça me donne surtout un pouvoir sur les autres. Surtout que le pouvoir d'achat, c'est pas forcément ce que j'ai. Je peux avoir des choses qui sont du capital, et c'est pas forcément du revenu. Je peux avoir du capital, il y a assez peu de pouvoir d'achat en réalité. Mais c'est pas grave, je peux avoir simplement une possession qui, au regard de l'autre, me donnera un poids social. Vous voyez, ça me donnera du pouvoir. Donc là, on décrit les individus composant la société comme des êtres de passion, et de passion, vous voyez, de passion dangereuse. C'est dangereux, un être humain. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que c'est fragile, en réalité. Enfin, c'est fragile, parce que c'est Pascal qui vous dit ça, une goutte d'eau, une vapeur suffit à le détruire. Mais c'est puissant en même temps. C'est puissant parce que c'est malin. Ça peut prendre des détours pour obtenir ce qu'il cherche à obtenir. Vous voyez ? Chacun est, d'une certaine manière, le petit tyran, que, heureusement, il n'est pas sur le plan politique, hein, mais quand même, il y a toujours cette tentation, vous voyez, du détour, de la duplicité, etc. Bon, vous avez remarqué, là, je vous livre une vision de l'humanité sombre. Hein. C'est la thèse, hein, on n'est pas au bout, hein, on n'est pas au bout. Mais commençons par là. Je commence par là parce que je commence par le plus évident, en fait. C'est ce qu'on a sous les yeux. Enfin, si on a le regard un peu philosophe, on voit ça. Les philosophes, hein, je fais une parenthèse là sur le travail du philosophe, la philosophie, ça ne doit pas faire peur. Il n'y a pas de raison. Parce que philosopher, c'est d'abord faire ce que chacun devrait faire, c'est-à-dire regarder. Philosophe, il regarde. Avant toute chose, avant les conseils. D'abord, on regarde. On regarde. Un être humain, tu regardes. Puis mais regarde bien, hein, faut pas regarder rapidement. Tu regardes bien et après, tu réfléchis, tu te demandes, etc. Parce que si tu pars comme ça, dans le vide, simplement, par exemple, tu perds dans les livres, en te perdant dans les livres, tu verras des concepts, des représentations, mais enfin, c'est pas ça qui va t'aider à penser le monde, c'est que tu n'as pas regardé. Il faut le regarder, le monde. Un être humain, il faut le regarder. Et en le regardant, on s'aperçoit qu'il a un corps. Vous voyez, des choses un peu évidentes. Et on s'aperçoit que s'il a un corps, il est affecté par le monde. Bon, il se cogne, il a mal. Il mange quelque chose, ça le nourrit. Il mange un poison, ça l'empoisonne. Tiens, il est affecté par le monde. Mais en même temps, parce qu'il a un corps, il est sous le regard des autres. Et donc, comme s'il est sous le regard des autres, ça suscite en lui des passions, de l'orgueil, de la jalousie, etc. Et donc, si je regarde bien un être humain, je vois d'abord un être quand même dangereux. Et ça, si je m'engage dans cette voie-là, ça me conduit sur le plan politique à une thèse, à une position. D'où vient la tyrannie? Elle vient de là. Elle vient des individus. Dans le lot de tous ces petits tyrans, il y en a un qui, lui, arrivera à ses fins. Mais les autres, qui seront les victimes, bien souvent, sont portés par la même pulsion tyrannique. Mais comme ils sont les victimes, on voit que la victime. On ne voit pas le tyran potentiel. Donc, la politique consiste à faire en sorte que tous ces petits tyrans potentiels restent des tyrans potentiels. Et que ça ne bascule pas dans la violence. Donc la politique doit
instituer un ordre qui soit tel que les passions soient battues en brèche. Si chaque individu porte en lui cette pulsion tyrannique, il faut la canaliser, il faut l'organiser, il faut faire en sorte qu'elle ne s'exprime pas pour que la sécurité soit assurée. Alors là, je viens de vous proposer une lecture à partir de 2 éléments de réflexion que j'emprunte à Rousseau pour la figure du tyran et à Kant pour l'analyse de cette passion que je décrivais tout à l'heure, là, avec ses impulsions des honneurs, de la domination, etc. En fait, ici, je suis sur un terrain politique qu'on trouve dans la philosophie de Hobbes. Vous voyez, Thomas Hobbes dit ça, c'est-à-dire l'homme est un loup pour l'homme. La formule a fait le tour du monde, hein. Homo mini lupus, ça fait le tour du monde. Vous voyez, quand vous êtes confronté à un moment philosophique, à une thèse, oui, prenez toujours au sérieux les grands, hein, pas les grands. De toute façon, la vie est courte. Moi, je dis aux élèves, c'est simple, hein, vous lisez que les génies et mes livres. C'est tout. Les autres, vous les lisez pas, ça sert à rien. Voilà. Oui, mais je me distingue des génies. C'est de l'humilité, quand même. Hein. Je dis pas, sinon je pourrais dire, vous ne lisez que les génies. Donc, mes livres. Voilà. Il y a « et », hein, attention. Hein. Mais, donc, quand vous êtes confronté à un grand texte, il n'y a jamais une virgule au hasard. Tout, vous voyez, c'est du Mozart. Dans une œuvre, une symphonie de Mozart, il n'y a pas une note au hasard. C'est organisé de manière telle que tout est là pour être comme ça. Hein, vous avez ça dans Amadeus Forman. Forman met en scène Mozart, qui donne son opéra. Le prince qui finance l'opéra monte sur la scène, félicite Mozart. Enfin, c'est lui le patron, c'est lui qui paye. Il dit à Mozart quand même, c'est vraiment ce que vous avez fait, c'est magnifique. Bon, si je peux me permettre, il me semble qu'il y a quand même un peu trop de notes. Vous voyez, Mozart, trop de notes. Alors là, quand on regarde le cosmos, est-ce qu'on se dit qu'il y a trop d'étoiles dans le ciel? Non. T'es qui, toi, pour me dire qu'il y a une étoile qui manque ou qu'il y en a une de trop? Le cosmos, il est comme il est. Il est très beau comme il est. Bon. Donc, chez un grand auteur, c'est comme le cosmos. Ou c'est comme une symphonie de Mozart. Il n'y a pas une virgule au hasard. Les grands, hein, Platon, Rousseau, Kant, Descartes, Hegel, ils sont pas... Il n'y en a pas 10 000. En fait, il n'y en a pas 10 000. Parce que de toute façon, il n'y a pas 10 000 possibilités. Regardez l'antinomie, vous allez voir quand on aura fini. On verra qu'en politique, il n'y a pas non plus 1000 voies possibles. Alors, si on part de ce principe et qu'on se souvient de ce que je disais à l'instant, pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, prenons l'image au sérieux. Pourquoi il dit un loup? C'est que le loup est un animal méchant. Méchant, pas mauvais. Il n'est pas mauvais, le loup. Il ne déroge pas à une loi morale. Être mauvais, c'est agir mal. C'est faire le contraire de ce que le devoir prescrit. Ça c'est agir mal. C'est commettre une faute. Mais le loup, lui, il déroge pas à une loi morale, il obéit à son instinct. Il obéit à sa nature de loup. Donc il ne commet pas de faute. Mais il est méchant. Donc lorsque Hobbes dit que l'homme est un loup pour l'homme, en fait, il dit ce que je viens de décrire à l'instant, c'est que l'homme, par nature, est animé de passions destructrices. C'est sa nature. Donc un politique digne de ce nom ne gouverne pas une cité en considérant les humains autrement qu'ils ne sont par nature. Bien gouverné, c'est comme un bon médecin. Un bon médecin, il se tourne pas vers un corps en envisageant ce corps autrement qu'il n'est. Bah, il vaut mieux qu'il ait fait un peu d'anatomie, quand même, on espère. Si t'as pas regardé, tu seras derrière ton ordinateur à tapoter des trucs, fais autre chose, tu vas faire des statistiques. Mais si tu veux être un médecin, et un chirurgien, là, on n'en parle pas, il va falloir que tu y ailles. Hein. Donc il faut que tu ailles regarder le corps. Donc le médecin, il regarde, le philosophe regarde, et le bon gouvernant doit regarder. Quand tu regardes un être humain, regarde-le comme il est, ne le regarde pas comme tu voudrais qu'il soit. Or, il est méchant. Voilà, regarde. Enfin quand même, vous trouvez pas que dans l'actualité, la méchanceté des humains nous saute au visage, régulièrement? Si, quand même. Hein, rentrer dans une rave party pour aller massacrer des jeunes gens qui sont en train de danser sur la musique techno, c'est quand même pas très gentil. Donc il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'une méchanceté. Et lorsque Hobbes parle de méchanceté, vous voyez, il ne dit pas qu'il n'y a pas de faute morale, c'est pas ça. C'est une faute morale que de commettre un forfait, d'aller torturer, massacrer, c'est une faute. Mais indépendamment de ça, antérieurement à ça, il y a déjà une méchanceté. Elle est déjà là. Donc, pour la combattre, la moralité, c'est pas mal. Enfin, s'il faut attendre que les êtres humains deviennent moraux pour que chacun combatte en lui le petit tyran qui tente à s'exprimer, vous avez compris, on risque d'attendre un bon moment. D'où l'intérêt de la politique, qui, elle, de l'extérieur, doit produire un ordre social qui bat en brèche les passions, qui fait en sorte que ces passions ne puissent pas s'exprimer. C'est Hobbes. Donc, le traitement prophylactique qui permet d'éviter la tyrannie, c'est un traitement politique qui relève de ce qu'il faudrait appeler un absolutisme. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement détienne une puissance absolue.
absolue. Et oui, si l'homme est un loup pour l'homme, vous doutez bien qu'une puissance limitée, ça va être compliqué. Il faut une puissance absolue. Alors entendons-nous bien, absolue, ça ne veut pas dire tyrannique. Et oui, puisque là on vient de dire que le bon gouvernant institue par une puissance absolue un cadre politique qui bat en brèche les passions tyranniques. Donc le bon gouvernant a pour seule finalité, ou pour finalité première, pas pour chercher d'autres, mais pour finalité première, la sécurité. C'est le but. Une république digne de ce nom institue la sécurité. C'est Hobbes. Après, si en plus on peut avoir la liberté, la propriété privée, on prend, c'est pas le problème. Mais d'abord la sécurité. Et tout le reste doit être subordonné à cette exigence première. Vous remarquerez, là, dans ce que j'évoque là, qu'il y a dans la thèse politique un contenu qui est une conséquence nécessaire de la vision de l'homme qui précède. C'est pas aléatoire. Si l'homme est un loup pour l'homme, nécessairement, l'État légitime possède une puissance absolue. Non mais vraiment, essayez d'y réfléchir. Oui, mais moi ça me plaît pas, c'est une puissance absolue. Non mais d'accord, mais enfin si l'homme est un loup pour l'homme, et si la puissance de l'État n'est pas absolue, bah, tu vas l'avoir le tyran. Il va te tomber dessus. Alors le tyran en haut, ou le tyran à côté. Des tyrans, il y en a partout. Si l'homme est un loup pour l'homme. Thèse. Voilà une thèse. Comment éviter que la société sombre sous le joug d'un gouvernement tyrannique par le moyen d'un gouvernement détenant une puissance absolue. Voilà. Absolue, ça veut dire que la puissance du souverain, alors chez Hobbes, ça peut être un homme ou une assemblée, hein, d'ailleurs, ça peut être une assemblée, mais la puissance doit être absolue. Ça veut dire que cette puissance absolue, pour qu'elle soit absolue, ne doit pas être divisée. Si elle est divisée, elle est limitée. Si elle est limitée, elle est plus absolue. Et si l'homme est un loup pour l'homme, hop, le chaos réapparaît, potentiellement. Donc, il faut que la puissance absolue, pour qu'elle soit absolue, ne soit pas divisée, qu'elle soit même pas divisible. Donc, il ne doit pas y avoir de séparation des pouvoirs. Il ne doit pas y avoir de séparation des pouvoirs. Il faut que l'exécutif, le législatif, soient tenus par un seul et même gouvernement. Si l'homme est un loup pour l'homme, moi je mets au défi quiconque d'en déduire autre chose que la nécessité d'un gouvernement au pouvoir absolu. Ça va être compliqué de dire l'homme est un loup pour l'homme, mais on va faire une structure politique un peu allégée, qui laisse les passions s'exprimer, et vous allez voir, ça se passera très bien. Il y a un législateur qui savait ça, c'est Napoléon. C'est-à-dire, plutôt que de se dire que les hommes sont gentils et de leur donner de mauvaises lois, il vaut mieux partir du principe qu'ils sont très méchants et de leur donner de bonnes lois. Ce serait pas mal comme système. Et qu'en disant ça, je fais pas l'apologie de Napoléon comme homme qui a rétabli l'esclavage, c'est pas ça. Mais on lui accordera quand même d'avoir codifié le droit, et de l'avoir codifié sur une base qui est plutôt celle-là. Partons du principe que les êtres humains sont dangereux, et en déduisons la chose suivante, c'est qu'il leur faut de très bonnes lois. Bon, plutôt que de... Non, mais ils sont gentils, vous en faites pas, on va faire des lois à leur porte-pièce, mais ils se débrouilleront. Non, ils se débrouilleront pas. La pulsion tyrannique va s'exprimer, le plus fort s'imposera au plus faible, et ce sera le chaos. Voilà. Donc on a une thèse. Et alors... cette thèse, vous remarquez, elle est radicale. Alors radical, ça veut dire... Radical, hein. C'est pas au sens journalistique du terme. Maintenant, radical, ça veut dire fanatique. Alors, radical au sens étymologique, dans radical, il y a racine. Une thèse radicale, c'est une thèse qui a la racine des choses. Après, on décline, mais là, vous voyez, c'est une thèse radicale au sens... C'est la racine. Si l'homme est un loup pour l'homme, le gouvernement doit détenir une puissance absolue. Voilà, c'est la racine. Puis après, on discute. Mais ça, c'est la base, à partir de laquelle on peut discuter. Et... il y a un paradoxe tout de même là, c'est que si maintenant je cherche une image qui représente ce qu'est ce type de gouvernement, d'organisation de la cité, on pourrait dire, vous voyez, le loup qui est méchant, et puis des rapports de force, on voit quelque chose comme une espèce de Léviathan, c'est le titre du bouquin de Hobbes d'ailleurs, mais on voit une espèce de grand monstre qui écrase. C'est pas ça en fait. Regardez, la métaphore qui permet de penser l'État tel que Hobbes nous invite à le penser, c'est la métaphore... C'est pas la métaphore des rapports de force, c'est la métaphore de l'âme, justement, l'âme, une âme. Regardez, considérez l'âme humaine. Bon, cette âme qui est en moi, si elle existe, hein, mais enfin, si j'ai une âme, en tout cas, je pense, hein, ça, j'en suis sûr. Donc, l'âme humaine, elle est une. Elle est une, parce qu'une âme, c'est pas dans l'espace, on peut pas la diviser. Par définition, une demi-âme, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, je prends un carreau de marbre, je le casse en deux, j'ai deux carreaux de marbre. Bon, ça, il n'y a pas de souci, mais une âme, je la coupe en deux, je vois pas très bien ce que ça veut dire. Donc l'âme possède une unité. Et voyez, cette âme qui possède une unité, pourtant, elle possède deux facultés très différentes. La faculté de penser les choses par des concepts, comme je le fais quand je fais des maths.
Je suis capable de me dire, un triangle a 3 côtés. Il ressemble à quoi? Ben, c'est un triangle. Il est grand, il est grand, petit, équilatéral, il a 3 côtés. Et regardez bien, on voit rien. Mais on le pense. Donc, géométrie, c'est parfait. Je n'ai pas besoin de voir, je pense. 3 côtés. Et donc c'est général et abstrait. Bon, c'est une faculté de mon âme, je peux faire des maths. Mais j'ai aussi en moi une faculté qui est l'imagination. Et l'imagination, c'est autre chose. Je me représente les choses, mais dans l'imagination, c'est une image. Donc c'est... Alors là, c'est le triangle, il est vert. Il est rectangle, il a telle surface, et je l'imagine. Bon. Eh bien, c'est la même âme qui conçoit et qui imagine. Donc il y a un indivisible et 2 facultés. Et ben voilà. Voilà ce que c'est qu'un gouvernement idéal pour Hobbes. C'est un gouvernement, il a 2 facultés. Exécutif, législatif. Il a une unité. Donc sa puissance est irrésistible. Donc la sécurité est garantie. Et alors, c'est bien une prophylaxie qui prémunit de la tyrannie, puisque, on l'a dit tout à l'heure quand j'ai décrit le système tyrannique, regardez bien, j'ai décrit un monde dans lequel, mais ce qui règne, c'est l'insécurité. Dans un système tyrannique, personne n'est en sécurité. Ce qui règne, c'est la loi du plus fort. Le plus fort écrase le plus faible. Mais dans un système tyrannique, tout le monde est menacé, y compris le tyran. J'ai insisté là-dessus, y compris le tyran. Et d'ailleurs, il est d'autant plus tyrannique que sa position de tyran le met en danger. Et donc, il est pris dans une espèce de cercle terrifiant de la violence. Donc, dans une tyrannie, il n'y a pas de sécurité. Donc, ce que Hobbes nous propose comme modèle politique permettant d'éviter le joug de la tyrannie, c'est bien l'anti-tyrannie. L'absolutisme, c'est pas la tyrannie. Le pouvoir absolu, chez Hobbes, c'est pas un pouvoir tyrannique, c'est un pouvoir irrésistible. Si on devait chercher un terme, vous voyez, irrésistible. Ça ne veut pas dire tyrannique. Dans une république, la loi doit, si elle est conforme à sa nature, être irrésistible. Parce que si elle n'est pas irrésistible, bon, à ce moment-là, c'est l'arbitre. Un peu oui, un peu non, ça dépend. Et à ce moment-là, allez, c'est reparti. Si l'homme est un loup pour l'homme, il y a un danger. Donc on a une thèse. Une belle thèse, hein. Enfin, une belle thèse, hein. Sur le plan intellectuel, ça fonctionne bien. Bien, mais... et bien là, c'est ça le problème, c'est que... il y a une difficulté. Il y a toujours des difficultés. Et c'est pour ça qu'il y a de la philosophie. C'est parce qu'en réalité, on croit que les choses sont éclairées, et il y a toujours quelque chose qui résiste. En fait, la difficulté ne tient pas au fait que Hobbes est méchant et qu'il défend les tyrans, tout ça c'est une bêtise, ça ne veut rien dire. Il ne défend pas les tyrans, il ne défend pas les nazis. Les nazis soutiennent que c'est la force qui doit tout dominer, que la race supérieure, que tout ça. C'est pas ça. Il n'y a pas pire insécurité qu'un système totalitaire. Vous voyez, tout à l'heure je disais, le tyran n'est pas tout à fait le dictateur, c'est un dictateur qui tyrannise. Alors si on passe au totalitarisme, alors là, on est monté d'un cran. Le tyran, lui, tyrannise les corps. Bon, il torture. Bon, le système totalitaire, lui, il prend le pouvoir sur les âmes. On monte encore d'un cran. Hein, je tiens les corps par les âmes. Bon, alors là, Hobbes, il n'est pas là. D'ailleurs, si on prenait un système tyrannique ou un système totalitaire, Hobbes ne connaît pas les systèmes totalitaires. C'est le XXe siècle, totalitarisme. Hein. C'est le nazisme, c'est le maoïsme, le stalinisme, c'est les ismes. Les ismes, en général, c'est pas bon signe en politique. Dès qu'il y a un isme, on va se méfier. Hein. C'est une doctrine, ça commence à s'imposer dehors. Mais puis les violences du XXe siècle, c'est des confrontations idéologiques de systèmes totalitaires absolument terrifiants. Hein. Donc, Hobbes ne défend pas du tout ça. Il défend quelque chose qui institue une sécurité, mais par un moyen qui n'est pas un moyen qui garantit la liberté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la liberté est seconde. Ce qui est premier, c'est la sécurité. Oui. Et là, il y a une difficulté, en réalité. Parce que, vous voyez, d'accord, la finalité, c'est bien la sécurité. Mais y a-t-il une sécurité véritable là où il n'y a pas de liberté? Je vais là encore, vous soumettre une image qui permet de se représenter ça. Imaginons une situation où il n'y aurait pas de loi, il n'y a pas d'État, on est dans ce rapport de conflit, toujours potentiel, d'individus qui s'opposent à d'autres individus. Une espèce de guerre de chacun contre chacun. Et dans ce conflit-là, je peux me sentir menacé parce que je suis pas le plus fort, ou alors je suis peut-être le plus fort, mais ça va pas durer. Ça, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, dit Rousseau. Ça, le toujours n'est pas à notre portée. Donc je sens que je m'affaiblis, etc. Et donc je peux être tenté de renoncer à ma liberté au profit de la sécurité. Par exemple, dans mon image, on pourrait imaginer cette situation, il y a un grand gaillard bien costaud qui dit, bah, écoute, moi je vais te protéger.
Je vais prendre en charge ta sécurité, tu me donnes ta liberté, et en contrepartie, je te nourris, je te protège, il t'arrivera rien. Bon, ça peut être un deal, c'est la mode en ce moment. Donc ça peut être un deal, on fait un échange. Tu me donnes ta liberté, je te garantis la sécurité. Alors pour bien se représenter les choses, on va envisager ce que serait cet abandon de la liberté. Si je renonce à ma liberté, j'ai perdu ma liberté. Par exemple, il va m'attacher à un tronc d'arbre de la tête aux pieds. Vous voyez, Mais le contrat, c'est que, étant attaché, ayant perdu ma liberté de mouvement, je serai en sécurité puisqu'il va monter la garde, il va me protéger, il viendra même me nourrir. Vous voyez, il me protégera du froid s'il fait froid. Oui, mais une fois que je serai ligoté, qu'est-ce qui me prouve qu'il ne va pas m'égorger? Vous voyez? Quand il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de sécurité. Antithèse. Il faut passer de l'autre côté maintenant. Ça marche pas, cette histoire-là. Non pas que Hobbes veuille l'insécurité, c'est pas vrai, ou qu'il soit une espèce d'idéologue défendant un tyran, pas du tout. Mais il manque dans cette philosophie ce lien indissoluble de la liberté et de la sécurité. Il n'y a pas de sécurité là où il n'y a pas de liberté. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre les données du problème. Comment éviter la tyrannie? Il ne faut pas partir du fait, c'est pas un principe, c'est un fait. Il ne faut pas partir du fait que les êtres humains soient animés d'orgueil, de passion. C'est un fait, bon, on est d'accord. Il faut partir du fait de la liberté. Les êtres humains sont des libertés. Et alors on a des indications de ça. Ils sont des libertés, oui, mais enfin il y a des puissants, des faibles, des maîtres, des esclaves. D'accord, mais ce sont des libertés. Et là encore, peut-être suffit-il de regarder un être humain. On aura des indications de ça. Mais regardez, pas chercher dans les livres. On regarde. Par exemple, vous prenez un corps humain, puis vous le regardez. Vous mettez tout nu, pour commencer. Ah, tout nu? Ah bon? Ah bon, un être humain, ça peut se déshabiller? C'est étonnant quand même, parce que quel est l'animal qui peut se déshabiller? Parce qu'un animal, il est couvert de plumes, d'écailles, de fourrures, il peut déposer les plumes, les écailles, les fourrures, il ne peut pas. Hein. Autrement dit, la nature lui a accordé l'équivalent du vêtement, mais d'un vêtement dont il ne peut pas s'extraire. La nudité, c'est le fait pour l'être humain de pouvoir déposer les vêtements. Au passage, vous venez de comprendre pourquoi les peintres, quand même, sont très attentifs à la nudité. Parce que peut-être que la nudité nous révèle notre nature. Nous ne sommes pas, par nature, emprisonnés dans une carapace, sous des écailles, avec des plumes. Puis alors là, je prends uniquement le vêtement, mais continuez, hein, avec des griffes, avec des crocs, avec des cornes. Non mais... Vous imaginez? Moi, je veux bien que les animaux soient conscients, tout ça, j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. J'espère pour eux qu'ils ne le sont pas trop. Hein. Parce que leur corps les destine à être ce qu'ils sont, et pas autre chose. Et le castor, lui, il a un corps qui le destine à faire des barrages. Hein. Alors s'il a envie de jouer au basket, l'araignée a un corps qui la destine à être tisserande. La même chose, hein, le basket, c'est pas pour elle. Hein. Et la peinture, ça va être compliqué. Donc, si je regarde un être humain, vous voyez, tout de suite, hein, il suffit de regarder. Et au passage, vous commencez à comprendre, tiens, Léonard de Vinci, les bras en croix, le cercle, le carré... la nudité, ah oui, peut-être que le corps lui-même révèle quelque chose de la destination d'un être humain. Il n'est pas emprisonné dans des vêtements, avec des outils naturels, il a des mains. Il est tout nu et il a des mains. Mais la main, est-ce que c'est pas précisément l'organe le moins spécialisé? C'est pas les sabots du cheval. Ah oui, c'est pas les griffes de l'ours. Les griffes de l'ours, c'est pratique pour aller pêcher ou pour aller... Enfin, pour faire de la poterie, vous voyez, ou pour jouer du piano, c'est pas extraordinaire. Alors que la main me permet d'être pianiste, d'être violoniste, de tenir une arme. Elle me permet de caresser. Elle me permet de frapper. Elle me permet... Enfin, est-ce qu'elle n'est pas une indication concernant ma destination? Je suis pas enfermé dans des vêtements. Mon corps n'est pas spécialisé. Il semblerait que je sois un peu destiné à la liberté. Moi, je vous laisse méditer la chose. Ah, vraiment, là... Moi, je veux bien que les tyrans nous expliquent, maintenant, suivez-moi, vous verrez, vous serez heureux. Ce que je viens d'indiquer laisse penser qu'on est assez peu fait pour le bonheur. Hein. On est plutôt fait pour la liberté. Donc, antithèse. Un gouvernement légitime protège la liberté. Et c'est en protégeant la liberté qu'alors, il garantit la sécurité.
Alors là, on n'est plus chez Hobbes. Là, on est chez John Locke. Et vous venez de voir les principes, là, de la Constitution américaine. C'est ça. Les hommes naissent libres. Le rôle de la République est de garantir cette liberté. Point. Oui, mais il n'y a pas de mais, c'est tout. Et l'égalité, mais l'égalité entendue comme égale liberté. C'est pas une égalité au sens social du terme, c'est l'égale liberté. Donc, ah oui, alors, donc, au passage d'ailleurs, vous vous rendez compte, mais alors, c'est l'anti-Hobbes. Donc, le but, c'est pas la sécurité par la négation de la liberté, c'est la liberté avec comme conséquence le respect de la personne humaine, mais par les moyens conservés par chacun, le cas échéant, de s'opposer, évidemment, à ce qui, dans l'ordre politique, pourrait être menaçant. Tiens, on vient de voir le 2e amendement, là. Les armes. Eh oui, John Locke. Premier amendement, la liberté d'expression, évidemment, c'est la base. 2e amendement, le droit de s'organiser en milice armée. Alors, pour penser ça, vu d'Europe, mais vu du point de vue de la Révolution américaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Bon, qui avait le droit de porter une arme sous l'Ancien Régime, sinon les nobles? Qui avait le droit d'avoir un cheval sous l'Ancien Régime, sinon les nobles? Donc le cow-boy, lui, il va avoir les attributs du noble. Lui qui n'est rien. Lui qui est en bas, il aura les attributs du haut. Et il y tient. Évidemment, puisqu'il est un révolutionnaire. Si on commence à lui retirer, il va trouver que... Parce que le droit de s'organiser en milice armée, ça veut dire le droit de faire ce que les nobles anglais avaient le droit de faire contre le roi lorsque le roi portait atteinte, ou la reine, lorsque la monarchie portait atteinte à leurs prérogatives. Donc, ils avaient le droit. Et donc, quand ils font la Révolution, aux États-Unis, ils donnent au peuple les droits des nobles. Et le droit de s'organiser en milice armée, c'est-à-dire le droit de résister à l'oppression, si jamais. Ouais, alors évidemment, oui, mais il y a des gangs dans les villes, etc. Oui, mais le cow-boy, quand il entend ça, il dit il ne faut pas supprimer les armes, il faut supprimer les villes. Le problème, c'est les villes. Parce que un authentique citoyen vit dans la nature. Il est libéré de la cité, etc. Bon, ceci étant dit, il y avait des Indiens. Hein. Eux, ils ont été les victimes de la chose. Bon. Mais si on prend le principe ici, c'est que la prophylaxie qui permet d'éviter le joug d'un gouvernement tyrannique, c'est le maintien d'une liberté par une structure politique qui évite le pouvoir arbitraire. Le libertarianisme est un dérivé de ça. C'est une radicalisation de ça. Pour le libertarien, nous sommes des libertés. Bon, la République est là pour garantir cette liberté, point. Mais c'est tout. Et si elle ne fait pas le boulot, on va s'en occuper. Donc, en fait, l'idéal libertarien, c'est un idéal de dépérissement de l'État. Vous voyez, mieux l'État travaille, moins on a besoin de lui. On a ça chez Fichte. La République idéale se reconnaît aussi que mieux elle travaille, moins on a besoin d'elle. Et tout à l'heure, on disait que le modèle, l'image plutôt, qui permettait de penser l'État idéal, c'était l'âme. Une âme qui est indivisible. Maintenant, le modèle qui permet de penser ça, c'est plus l'âme. C'est des poids et des contrepoids. Pouvoir contre pouvoir. Puisqu'il faut garantir la liberté. Tout pouvoir s'accompagnera d'un contre-pouvoir. Exécutif, législatif, faut séparer. Et judiciaire, faut séparer. Du coup, aux États-Unis, tout le monde est élu. Puisqu'il faut des contrepoids. Le juge est élu, le shérif est élu, tout. C'est comme si en France, on votait pour le procureur, le juge, le commissaire de police, tout le monde est élu. Et donc tout le monde peut se prévaloir d'avoir une légitimité démocratique. Et d'ailleurs, vous avez vu, là, ça commence, hein. Trump prend une décision, un petit juge commence à dire « Non, mais moi, je suis pas d'accord », et hop, c'est parti. Poids contre poids. Ceci étant dit, ils sont en train de faire le crash test, là, parce que là, ils se sont donné c'est le crash test, hein, c'est est-ce que les institutions vont tenir? Antithèse. Comment on fait pour éviter les choses? La liberté. Difficulté. Alors la difficulté, vous voyez, c'est que tout repose ici sur l'idée que la liberté, elle est déjà là. Il faut la protéger. Mais c'est sûr. Parce que dans les faits, la liberté, faut voir, hein, mais c'est pas sûr. Dans les faits, il y a des puissants, il y a des faibles, et puis il y a des passions. Et puis, c'est quoi cette liberté? Une liberté qui est là, elle est là. De toute éternité? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que la liberté ne doit pas être une conquête? Donc si la liberté n'est pas un fait, il nous reste les passions. Retour à la thèse. Et on a la boucle. Vous l'avez? On a la boucle. Ou bien les passions, il faut un pouvoir absolu. Mais s'il y a un pouvoir absolu, il n'y a pas de liberté, et donc il n'y a pas de sécurité. Donc il faut la liberté pour garantir la sécurité. Mais la liberté n'est pas un fait. Donc il reste les passions. Retour à la caisse d'épargne et dans la boucle. C'est l'antinomie de la raison politique. Alors avant de se séparer, je vous soumets un élément de réflexion, d'une solution possible. C'est un élément de réflexion. Hein. Mais l'important, c'est la boucle, en réalité.
C'est important parce que la boucle, c'est le problème. Et le problème, c'est ça, philosopher. Quel est le problème? Tant qu'on a... Parce que si c'est pour avoir des réponses, c'est simple, hein, des réponses, on en trouve, hein, c'est facile. En fait, vous voyez bien, c'est une boucle. Pourquoi? Parce que de chaque côté, il y a une vérité, une difficulté. Vérité de la thèse, il faut un pouvoir absolu. Difficulté, il manque la liberté. Vérité de l'antithèse, il faut la liberté. Difficulté de l'antithèse, la liberté n'est pas un fait, donc il faut la conquérir. Donc il faut que l'État intervienne. Bon, on est pris là-dedans. Une solution possible, c'est simplement une solution possible. On la trouve dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dit ceci, c'est que c'est la République qui permet de dépasser l'antinomie, la raison politique. Mais la République entendue comme institution qui, à son tour, institue la liberté. La liberté, ce n'est pas une donnée de départ, c'est une institution. Ce qui permet de comprendre pourquoi les maîtres des écoles, ou les professeurs des écoles, comme on les appelle aujourd'hui, en fait, à l'origine, s'appellent plutôt des instituteurs, et c'est le vrai titre. Instituteur, parce que la liberté s'institue. Elle n'est pas là, il faut l'instituer. Alors, ça veut dire quoi, cette institution? La thèse de Rousseau, c'est qu'un peuple libre se donne ses propres lois lui-même. Alors c'est un idéal, hein, ne cherchez pas dans les faits, là, on pense à un modèle. Un peuple libre se donne ses propres lois. De sorte que chacun dans le peuple, en obéissant à la loi, n'obéit en fait qu'à lui-même. Alors c'est un idéal, hein, mais essayez de penser ça. Imaginons un peuple qui soit organisé de cette manière-là. La loi, dans cet idéal, serait l'émanation non pas d'une somme de volonté, c'est pas la majorité qui décide, la majorité, c'est tyrannique. La majorité, c'est la loi du plus grand nombre. Et la loi du plus grand nombre est une modalité de la loi du plus fort. Raison pour laquelle la République institue un cadre institutionnel républicain à l'intérieur duquel la démocratie fonctionne, démocratie qui ne sort pas du cadre. On ne vote pas à main levée pour savoir si les droits de l'homme on garde ou pas. Hein. Ça, c'est pas... Ça, c'est la République. Après, tu votes à la majorité dedans, mais c'est pas la majorité, en dernière instance, qui décide, puisque c'est l'institution qui dit t'es sorti ou t'es pas sorti du cadre. Alors chez Rousseau, l'idéal va plus loin, parce que c'est le peuple lui-même, dans l'idéal, hein, cherchez pas, qui se donne ses propres lois, d'une manière telle que les lois émanent de la volonté, non pas de la majorité, pas même de l'unanimité, en fait. Pas même, parce que l'unanimité peut délirer. C'est possible, hein, c'est arrivé dans l'histoire. Je prends un exemple rapide, là. Regardez, la chasse aux sorcières. On est compte, au XVIIe siècle, hein, le siècle de la science, hein, et le siècle de Descartes, hein, XVIIe siècle, la chasse aux sorcières, mais en Europe, on ne sait pas les chiffres, mais 200 000 personnes, essentiellement des femmes, hein, 3/4 de femmes massacrées, torturées, brûlées sur des bûchers, etc. La chasse aux sorcières, c'est le peuple, c'est les villages. Et bien sûr, d'ailleurs, l'Église, Louis XIV, lui, ça l'énerve. Du coup, il légalise la sorcellerie en France. Vous voyez bien, la chasse aux sorcières, ça part du bas. C'est exactement l'équivalent du pogrom, d'ailleurs. Hein, le pogrom, c'est ça. Ça part du bas. D'un seul coup, c'est la nuit de cristal à Berlin. D'un seul coup, ça part d'en bas. Et ensuite, le pouvoir laisse faire plus ou moins. C'est autre chose. Ça part du bas. Hein, ce qui est arrivé le 7 octobre, ça semble. C'est pour ça. Hein. Ça part du bas. Et d'un seul coup, ça déferle. Donc, d'ailleurs, c'est une vraie question. Hein. Regardez, la Saint-Barthélemy, des fois, on se dit, mais comment c'est possible ? Il n'y a pas de police à l'époque. La police, c'est une invention républicaine. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas des fichiers, des choses comme ça. Comment on a pu massacrer les protestants? Ou comment... Parce que c'est les voisins. Ça part du bas. Et tout le monde est d'accord. C'est pour ça l'unanimité elle-même, la majorité peut être tyrannique. L'unanimité peut être tyrannique. Tout le monde est d'accord pour brûler la sorcière. Sauf elle. Donc c'est jamais une majorité, unanimité. Bon, ceci étant dit, à force de la torturer, elle finit par être d'accord. Donc on finit par obtenir une espèce d'unanimité de fait qui est problématique. Donc la volonté générale, c'est pas ça. La volonté générale, c'est ce qu'il y a d'universalisable dans la volonté de chacun. C'est ce que je veux dans le silence des passions. En fait, même si on n'y arrive pas bien, mais peu importe, c'est ce que je veux dans le silence des passions et qui vaut pour les autres. Vous voyez, c'est ce qu'universalisable. Et dans l'idéal, si la loi émanait de ça, à ce moment-là, chacun, en obéissant à la loi, n'obéirait qu'à lui-même. Et donc, en obéissant à la loi qu'il se donnerait à lui-même, comme être de raison, il serait libre. Mais il ne serait pas libre au sens où il ferait ce qu'il veut, c'est pas ça. Il serait autonome. Auto, soi-même, nomos, la loi. Il obéirait à la loi qu'il se donne en tant qu'être de raison. Or, voilà une solution possible. Parce que, en cette voie-là, ce qui apparaît, c'est que la loi possède une puissance absolue, c'est-à-dire irrésistible. Vérité de la thèse. Mais c'est une puissance absolue qui institue la liberté comme autonomie. Donc, qui institue la liberté, vérité de l'antithèse.
Alors, ça permet de conclure. Comment se prémunir, comment se protéger, ou comment protéger la société du joug d'un gouvernement tyrannique? Il n'y a qu'une seule voie, c'est la République. Alors, l'idée républicaine que je viens d'écrire, c'est un idéal, mais cet idéal permet d'orienter la réflexion et l'action. Ça permet d'orienter, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution en dehors de la République, et en dehors d'une République dont la vie est démocratique, au sens où elle travaille à dégager la volonté générale, ce qui suppose un peu des institutions qui cultivent l'âme, hein. Il faut cultiver les jeunes gens, hein, parce que une république sans un peuple un peu éclairé, c'est une illusion, hein. Cette culture doit aboutir à quelque chose qui est de l'ordre d'une démocratie. On est d'accord, mais d'une démocratie qui vit dans un cadre républicain, c'est-à-dire un cadre qui garantit que les lois soient l'émanation de la volonté générale, pas simplement d'une majorité, pas même d'une unanimité, mais de ce qui est conforme aux intérêts de tous, sans exception. Sans exception. Alors, cette position-là aboutit à une image. Regardez, on avait dit, tout à l'heure, on a dit que chez Hobbes, l'image, c'était l'âme, parce qu'elle est indivisible. Alors ça, c'est l'âme. Voilà. Puis après, on s'est dit, oui, d'accord, enfin, ton âme, elle est bien gentille, mais où est la liberté? Bon. L'antithèse, c'était poids contre poids. C'était mécanique. C'était corporel, en fait. Oui, c'est comme Descartes prend le modèle de la machine pour penser le corps vivant. Donc, si on prend ce modèle-là, le corps, c'est des poids et des contrepoids. Hein, c'est comme un automate. Bon. Donc, chez Hobbes, on a un modèle, c'est l'âme. Que l'âme. Ça, c'est l'absolutisme. L'autre, un modèle, c'est le corps. C'est que poids contre poids. Eh bien, la République, c'est l'union de l'âme et du corps. Il nous faut les deux. L'unité, et l'unité, c'est l'unité de la volonté générale, c'est l'unité du peuple. Mais il faut aussi le corps. Le corps, c'est le corps politique, mis en mouvement par la loi, et ce qui suppose qu'entre la loi et le peuple, il y ait un intermédiaire. C'est-à-dire un gouvernement. C'est-à-dire un pouvoir exécutif, dont le rôle sera de mettre en branle le corps à partir des décisions de l'âme. La volonté générale. Et alors, ça signifie que la métaphore du départ était malgré tout la bonne. Puisque j'ai démarré comme ça en vous disant une société, c'est comme un corps vivant. Bon, et le bon gouvernant est comme un bon médecin. Mais il faut aller encore plus loin dans l'image. C'est un corps vivant, oui, mais c'est pas le corps d'un animal. Une société politique républicaine, c'est un corps qui est exactement l'analogue du corps humain. La République, elle a un corps, et elle possède une âme. C'est ce que vous voyez Rousseau. Donc certains ne voient que l'âme, ils oublient le corps. Les autres ne voient que le corps, et ils oublient l'âme. Le républicain, lui, il tient à la fois le corps et l'âme. Et s'il tient à la fois le corps et l'âme, il sait que le bon politique est comme le bon médecin. Il fait en sorte que le corps étant relativement en bonne santé, il faut le tenir en bonne santé. Mais en même temps, le politique républicain est comme le bon médecin, il ne promet pas l'immortalité. Il sait que le corps est mortel. Nous sommes dans une république, elle va mourir. Non mais c'est sûr. Hein. Mais on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. C'est ça la médecine. Mais on n'est pas pressé. Autrement dit, elle mourra, mais ça mettra 100 ans, ça mettra 1000 ans. Mais ça mettra pas 1000 ans, mais ça mettra un certain temps. Mais tant qu'à faire, j'aimerais autant qu'elle ne meure pas avec moi. Voilà, c'est ma responsabilité. Voilà. Donc, l'idée philosophique que l'on vient de mettre en place est une idée qui doit orienter la réflexion et l'action du gouvernement. Je vous remercie de votre attention.